Bien, mesdames et messieurs, donc je vous propose de débuter ce webinaire, le premier de l'année 2025. Tout d'abord, bien évidemment, je vous adresse. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc débuter ce webinaire. Tout d'abord, je tiens naturellement à vous souhaiter une très bonne année à chacune et chacun d'entre vous, une excellente santé, naturellement. Nous sommes près de 300 inscrits aujourd'hui pour ce webinaire relatif à la loi de finances spéciale. Donc, naturellement, nous vous remercions de couper vos micros pour le confort de chacune et de chacun. Ce webinaire est organisé dans le cadre de l'offre Rural Consult, hein, vous le savez, le service de renseignement juridique et financier proposé par la Banque des Territoires et ouvert aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants. Nous vous redonnerons en fin de webinaire le numéro de téléphone de Rural Consult pour solliciter nos experts pour l'ensemble de vos questions juridiques et financières. Vous dire également, puisque la question m'a été posée à plusieurs reprises depuis hier midi, que naturellement, nous vous adresserons le support d'intervention de ce webinaire. Donc, nous vous adresserons dans les jours qui suivent ce support d'intervention. Et sachez également, pour votre information, que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement. Et donc, nous vous communiquerons également le lien de replay qui vous permettra donc de suivre à nouveau, si vous le souhaitez, le contenu de nos échanges dans le cadre donc de ce sujet ô combien important qu'est la loi de finances spéciale dans le contexte politique que nous connaissons toutes et tous en cette fin 2024 et surtout en ce début d'année. Alors effectivement, avant de laisser la parole à notre intervenant Paul Brondelin, nous avions effectivement hésité à maintenir ce webinaire puisque lorsque nous avons travaillé sur la fixation du calendrier des webinaires sur le premier semestre 2025, nous n'avions pas encore connaissance des difficultés politiques et législatives pour l'approbation de cette loi de finances, mais nous avons fait le choix de maintenir cette date puisque vous le savez, la loi de finances spéciale qui a été votée et qui est permise notamment par la LOLF, mais là, Paul Brondelin va nous rappeler tout le dispositif, donc permet d'engager un certain nombre de décisions financières. Et il était important pour nous aussi de pouvoir répondre à vos questions sur ce qui nous présageons d'ici les prochaines semaines, ce qui est d'ores et déjà inscrit dans le texte. Donc l'idée, c'est de pouvoir d'ores et déjà vous apporter un certain nombre de réponses très concrètes à vos éventuelles questions. Si vous avez des questions, des interrogations, voire des éléments de commentaires, de débat, de réflexion collective, je vous invite à utiliser le chat donc dans l'onglet Conversation qui se situe en haut de l'écran. Moi, je suivrai le chat en direct et à la fin de chacune des parties présentées par Paul, nous reprendrons la main et nous poserons les questions qui sont posées afin que vous puissiez disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à votre parfaite compréhension d'un sujet qui reste néanmoins éminemment complexe. Voilà. En tout cas, un grand merci pour votre présence à ce webinaire. Donc 170, c'est parfait. Paul, nous avons le quorum, comme Très on dit en bien. conseil municipal. Je te laisse donc la main pour débuter donc ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup Damien. Et puis à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire consacré aux différents développements autour de la loi de finances pour 2025. C'est en effet le premier webinaire de l'année et donc
je vous présente également mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour 2025. Donc effectivement, un sujet assez emballant ce matin parce que finalement, lors de nos derniers échanges sur le dernier trimestre, on a eu à plusieurs occasions le loisir d'évoquer ensemble les dispositions du projet de loi de finances initial. Et puis, on connaît une situation politique depuis maintenant quelques semaines tout à fait inédite et qui nous incite donc à nous replonger, je dirais, dans euh, certains de nos manuels de droit constitutionnel et sans aller jusqu'à faire de la politique fiction, d'essayer quand même d'imaginer quel pourrait être le budget 2025 qui sera voté par le Parlement d'ici normalement la mi-février et surtout quelles sont les conséquences de ce nouveau budget sur les collectivités locales. Donc c'est assez emballant parce que ce n'est pas le type d'exercice qu'on a l'habitude de réaliser chaque année. On a bien conscience que ça apporte beaucoup d'incertitudes et beaucoup de complexité à l'heure de, de vos réflexions sur le budget pour 2025, mais c'est un exercice qui nous semble, ce matin en tout cas, indispensable pour communiquer le maximum d'informations à même de vous aider dans l'élaboration de votre budget. Donc on Alors commence Paul, là, oui, excuse-moi de te couper la parole. Est-ce que ton ok. support d'intervention est partagé puisque nous ne le voyons pas? Ah oui, peut-être, j'ai rallumé micro et caméra à l'instant, mais j'ai peut-être pas. Ça va être fait d'ici quelques instants. Et comme ça, normalement, c'est bon. C'est parfait, Paul. Merci beaucoup. De rien. Donc, effectivement, un sujet intéressant ce matin, dans un contexte compliqué, et on commencera par une chronologie des débats budgétaires pour, eh bien, justement, bien se situer aujourd'hui où on en est de ces différents débats. Qu'est-ce qu'une loi de finances spéciale? On verra dans une deuxième partie quel est le contenu de cette loi de finances spéciale, en particulier en évoquant ses conséquences sur la dotation globale de fonctionnement ou encore sur les différentes dotations de soutien de l'État à l'investissement local. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin en se demandant quelle pourrait être, à quoi pourrait ressembler d'une certaine manière la loi de finances 2025 que le Parlement s'apprête à discuter d'ici une dizaine de jours maintenant. Et enfin, dans un dernier temps, on essaiera de concevoir ensemble des prévisions budgétaires pour 2025 et de faire quelques rappels qui ne nous semblent pas inutiles à cette période de l'année sur le vote des taux des impôts locaux. Donc, dans un premier temps, on peut aborder la chronologie des débats budgétaires. Donc, finalement, quand on se pose la question de savoir où on en est aujourd'hui, la réponse tient en ces quelques lignes. Déjà, on se souvient que, initialement, le projet de loi de finances a été communiqué avec un peu de retard au début du mois d'octobre. Ce projet de loi de finances, il a suivi son chemin parlementaire et il a essuyé un certain nombre d'échecs. Mais au final, la motion de censure qui a été adoptée le 4 décembre dernier était sur le texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, évidemment, le gouvernement est tombé et donc les débats parlementaires autour du projet de loi de finances, entre guillemets, tout court, se sont stoppés net à cette date. Donc, évidemment, ensuite, on a pu suivre les différentes évolutions du parcours législatif de la loi de finances. Et comme l'a rappelé Damien il y a quelques instants, à la mi-décembre, l'Assemblée nationale a voté un projet de loi de finances spécial. Le Sénat a confirmé à l'unanimité ce vote. Et enfin, le 21 décembre, la loi de finances spéciale a été publiée au journal officiel.
Cette loi de finances spéciale, elle a été accompagnée d'un décret publié dans les toutes, je dirais, dans le temps additionnel de l'année 2024. C'est un décret qui permet de répartir les crédits relatifs aux services votés pour l'année 2025. Très concrètement, on a repris le budget 2024 pour permettre à l'État de fonctionner au début de l'année 2025 avec les mêmes enveloppes et les mêmes crédits. Donc maintenant, on est aujourd'hui le 8 janvier et on peut s'interroger de savoir comment, je dirais, ce parcours législatif va continuer dans les jours et dans les semaines qui viennent. On a eu ces derniers jours, après la trêve des confiseurs, comme on dit, quelques annonces des ministres et on y voit désormais un petit peu plus clair. Le plus probable, c'est qu'effectivement, le projet de loi de finances pour 2025 soit repris pour un nouveau débat au Parlement entre le 14 janvier et la mi-février ou la fin février. En fait, le 14 janvier sera la date du discours de politique générale du nouveau Premier ministre François Bayrou et normalement, dès le lendemain, les débats devraient reprendre au Parlement. Alors, on s'est posé la question de savoir sur quel texte finalement ces débats allaient reprendre. Il y avait en fait deux possibilités. La première possibilité consistait pour le nouveau gouvernement à concevoir un nouveau texte, c'est-à-dire en partant de rien, un nouveau projet de loi de finances. Mais cette hypothèse a été assez vite évacuée dans la mesure où ça nécessite un travail technique, un travail analytique extrêmement important. Et selon les projections des différents cabinets ministériels, le texte n'aurait pas pu être voté avant le mois d'avril, voire le mois de mai, ce qui n'est pas de nature à permettre, je dirais, le bon fonctionnement des institutions sur la première moitié de l'année, fonctionnement des institutions qui est en plus contraint par la procédure lancée par la Commission européenne contre la France de déficit excessif. Donc il faut aller vite. Et donc l'hypothèse qui a été finalement retenue, c'était de repartir à compter de la mi-janvier sur le texte qui était actuellement discuté par le Sénat. On se souvient que initialement, le projet de loi de finances, il a été rejeté par l'Assemblée nationale et donc il est reparti dans sa version initiale au Sénat. À la fin du mois de novembre, le Sénat a assez considérablement modifié la première partie du texte, celle qui est relative aux recettes, et elle était en train de débattre de la deuxième partie du texte relative aux dépenses, et elle était notamment en train d'étudier les dispositions et les mesures du fonds de réserve des collectivités lorsque la motion de censure a été votée. Et donc les débats se sont arrêtés là. Donc en théorie, on va bien repartir de cette version du projet de loi de finances qui a été discutée et votée par le Sénat en première lecture. Alors, ça n'est pas sans conséquence, parce qu'on a un effet d'entonnoir, et donc, cela veut dire qu'une fois que le Sénat aura discuté cette partie relative aux dépenses, le texte va aller en commission mixte paritaire, puis en seconde lecture à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale ne pourra pas ajouter des mesures nouvelles. Elle pourra uniquement modifier des mesures déjà discutées ou encore en supprimer. Donc, en fait, on se rend bien compte que de la procédure constitutionnelle qui a probablement été choisie déjà et décidée à l'heure actuelle par le gouvernement va dépendre le contenu du texte, puisque constitutionnellement, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. On va donc devoir trouver un premier texte de compromis. Et une fois la loi de finances initiale votée, l'objectif du Premier ministre, c'est que ce vote intervienne environ à peu près à la mi-février. Il y aura potentiellement, possiblement,
le vote d'un projet de loi de finances rectificatif pour introduire des mesures nouvelles, voire même un projet de loi que l'on pourrait appeler euh, un projet de loi portant diverses dispositions économiques, financières et sociales pour les sujets qui font consensus entre les parlementaires. On peut par exemple citer les mesures de soutien qu'attendent les agriculteurs ou encore, et on en a beaucoup parlé, l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu. Donc, que retenir de tout ça? On sait qu'en décembre, le projet de loi de finances initiale était en train d'être discuté au Sénat et compte tenu de la motion de censure, les débats parlementaires ont été stoppés net. L'objectif du gouvernement, c'est d'avancer relativement vite, donc de s'épargner le travail nécessaire à la mise en forme d'un tout nouveau projet de loi de finances. Donc l'idée, c'est de repartir dès la mi-janvier sur la version qui a été discutée au Sénat, puis de repasser à l'Assemblée nationale et d'obtenir un texte de compromis pour ensuite, s'il y a lieu, ajouter un certain nombre de mesures avec d'autres textes qui, constitutionnellement, peuvent prendre la forme soit d'un projet de loi de finances rectificatif, soit d'un nouveau projet de loi qui porterait diverses dispositions économiques, financières et sociales. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est finalement sous l'empire de ce que l'on appelle une loi de finances spéciale qui constitutionnellement existe à travers l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, mais qui s'apparente sur le fond à une loi de finances de transition. En fait, c'est une loi qui permet notamment, lorsque le budget de l'État n'est pas promulgué avant le 1er janvier, qui permet à l'État de percevoir les impôts, y compris les impôts locaux, et de voter un certain nombre de crédits qui permettront d'assurer le fonctionnement régulier des services publics jusqu'à ce qu'une vraie loi de finances en bonne et due forme soit votée. Donc, on le sait, la loi de finances spéciale, elle ne permet pas d'ajouter de nouvelles mesures fiscales. On a eu un débat à la fin du mois de décembre avec certaines formations politiques qui assuraient qu'il était possible, dès la loi de finances spéciale, d'introduire un certain nombre d'articles permettant notamment d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Ça n'est bien évidemment pas le cas. Et donc, véritablement, il faut bien comprendre que cette loi de finances spéciale, elle ne peut apporter aucune mesure nouvelle et qu'il faudra bien une loi de finances initiale en bonne et due forme pour permettre euh, de modifier le budget 2025 par rapport au budget 2024. Donc voilà un petit peu où on en est, en sachant que on a fait le choix effectivement de maintenir cette présentation ce matin parce qu'on a assez vite compris que le gouvernement souhaitait repartir de la version qui a été discutée au Sénat et que cette version du Sénat, on avait déjà un certain nombre de lignes de force, hein, pourrait-on dire, qu'on était capable d'expliquer aujourd'hui et de dire qu'elles avaient une hypothèse raisonnable de passer pour l'année 2025. Alors, pour l'instant, on n'est pas vraiment rentré dans le détail des mesures financières, mais peut-être que sur ces différents aspects, je dirais, de procédure constitutionnelle, il y a peut-être déjà, Damien, des remarques, des observations ou des questions. Merci Paul. Alors oui, effectivement, une première question, mais c'est certainement la question aussi que beaucoup de collectivités se posent. Quid du calendrier législatif au regard de l'approbation des BP 2025? Y a-t-il effectivement une hypothèse de report de l'approbation des BP au regard du décalage d'approbation de la loi de finances? Donc concrètement, pourrait-on aller après le 15 avril? Alors, pour l'instant, on n'a pas d'informations en ce sens. Donc, ça veut dire que pour moi, la date du 15 avril reste la date qu'il faut viser.
Il y a déjà d'ailleurs beaucoup de collectivités qui ont voté leur budget partant du principe que de toute façon, compte tenu des évolutions et des fluctuations législatives, elles se sont dit que c'était mieux finalement de voter un budget relativement tôt, quitte à prendre ou à faire un budget supplémentaire ou une décision modificative dans le courant de l'année. Mais à ce jour, on n'a pas d'informations selon lesquelles le gouvernement songerait à accorder un délai supplémentaire aux collectivités. Alors, question sous-jacente. euh, Question sous-jacente. L'état fiscal 1259. Mhm. Est-ce que tu as des éléments d'information sur l'hypothèse d'un report de l'état fiscal 1259 par rapport au calendrier? Alors là non plus, on n'a pas d'informations sur l'hypothèse d'un report de l'état fiscal 1259. On le rappelle, hein, de toute façon, cet état fiscal 1259, c'est un état fiscal qui recense notamment les produits d'imposition et les bases fiscales d'une collectivité pour les aider justement à voter leur Hmm. taux au titre d'une année. Et même si on n'a pas de loi de finances aujourd'hui, les services fiscaux ont très certainement continué à travailler de leur côté pour mettre à jour les données et, je dirais, permettre aux collectivités de voter leur taux dans les délais. Après, effectivement, rien n'empêche qu'il y ait, dans les jours qui viennent, euh, une disposition qui permettrait aux collectivités de reporter le vote de leur budget et le vote de leur taux, mais à ce stade, on n'en a pas connaissance aujourd'hui. Très bien. Une dernière question, Paul, avant de débuter la deuxième partie de ton intervention. Également question pleine de bon sens et de réflexion actuelle, compte tenu du contexte. Conseillez-vous, pour la rédaction du rapport d'orientation budgétaire, d'évoquer le projet de loi de finances qui a été rejeté? Alors, dans le rapport d'orientation budgétaire, si vous ne l'avez pas encore rédigé, je vous invite justement à être particulièrement attentif à tout ce qu'on va dire dans les minutes qui suivent, puisqu'on va essayer justement euh, de détailler ce que la loi de finances spéciale prévoit dans cette deuxième partie et dans une troisième partie, d'évoquer les hypothèses les plus plausibles. Donc, je pense que si effectivement vous êtes dans un degré d'urgence aujourd'hui, le mieux serait effectivement d'évoquer dans un premier temps et dans la partie réservée au contexte les différentes mesures qui avaient été initialement proposées par le gouvernement Barnier, de dire que ce projet de loi de finances initiale a été rejeté par l'Assemblée nationale et que le Sénat travaille sur une nouvelle version et que cette nouvelle version euh, allège considérablement le fardeau que pourraient porter les collectivités locales, puisqu'on le verra dans quelques minutes, on passerait de 5 milliards d'euros demandés en tant qu'effort et contribution aux collectivités à seulement 2 milliards d'euros. Donc à mon sens, c'est bien la version qui a été proposée par le Sénat, notamment ce que les sénateurs ont décidé s'agissant des trois principales mesures que le projet de loi de finances prévoyait pour les collectivités, qu'il faudrait inscrire dans le rapport d'orientation budgétaire comme étant les hypothèses les plus probables, en tout cas. Très bien, merci Paul pour ces précisions. Tu peux donc débuter la deuxième partie de ton intervention. Alors, Damien, avant de commencer la deuxième partie, je vais envie de me poser une question à moi-même, parce que je pensais que la question allait m'être posée. Mais on, on a le temps ce matin quand même d'évoquer un dernier point constitutionnel, parce qu'on peut se demander, après tout, le gouvernement Bayrou nous dit que la loi de finances spéciale, c'est une loi de finances de transition, il a raison de le dire, et qu'il faudra, quoi qu'il arrive, une loi de finances initiale en bonne et due forme pour que l'État puisse déjà commencer à initier euh, des mesures de correction du déficit et que ça n'est pas, euh, je dirais, concevable
qu'il n'y ait aucune loi de finances au titre d'une année et que l'État fonctionne uniquement sous le régime de la loi de finances spéciale. Je voulais juste quand même apporter un petit peu d'eau au moulin du débat constitutionnel aujourd'hui, avec humilité, mais il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, ni la Constitution, ni la loi organique relative aux lois de finances ne prévoient un mécanisme constitutionnel qui permettrait au gouvernement de forcer l'adoption d'une loi de finances si le Parlement rejette systématiquement le projet de loi de finances qui est proposé. Ce n'est pas une hypothèse qui est totalement absurde aujourd'hui, puisqu'on voit bien, et on l'a vu lorsque la motion de censure a été votée le 4 décembre, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un risque qu'il y ait de nouveau une motion de censure. Et donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Si on a deux solutions, en fait. La première hypothèse, c'est que le gouvernement n'arrive pas à faire voter dans les 70 jours la loi de finances. Il n'y a pas de vote, en fait. S'il n'y a pas de vote, si le Parlement ne s'est pas exprimé, alors il y a la possibilité pour le gouvernement de passer par des ordonnances pour justement faire appliquer les dispositions du projet de loi de finances. Mais de ce qu'en disent les constitutionnalistes, c'est une hypothèse qui ne peut être mise en œuvre uniquement si le Parlement ne se prononce pas. Or, si le Parlement rejette le texte, c'est une forme d'opinion exprimée et donc les ordonnances ne pourraient pas trouver à s'appliquer. Et donc, on se retrouverait dans un véritable flou juridique et constitutionnel et on ne pourrait faire référence qu'à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui aurait tendance à accepter finalement n'importe quel type de projet de loi financier susceptible de permettre à l'État de continuer à vivre d'une certaine manière. Mais on n'aurait pas de réponse précise sur certaines dispositions. Par exemple, est-ce que l'État pourrait engager des nouveaux crédits sur la DETR, sur la DSIL ou ce genre de choses? Ça, ce sont des éléments qui ne sont pas du tout tranchés aujourd'hui constitutionnellement. Donc, c'est aussi important d'avoir ça en tête, puisque si vous êtes en train justement de réfléchir à la réflexion, si vous êtes en train de réfléchir, pardon, au contenu de votre rapport d'orientation budgétaire et que vous ne pouvez pas attendre la fin du mois de février pour présenter les choses, il faut, à mon sens, quand même rappeler cet état de fait, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas d'outil constitutionnel qui pourrait passer au-dessus d'une opposition systématique du Parlement par rapport au projet de loi de finances qui lui est soumis. Donc évidemment, on a bien conscience que à côté, je dirais, de ces aspects constitutionnels, il y a une situation politique et on peut faire le pari néanmoins qu'il y ait un texte de compromis qui soit trouvé pour justement éviter que le budget de l'État ne fonctionne, je dirais, sur courant alternatif jusqu'en 2026. Mais c'était quand même une question qu'on pouvait se poser et s'il y a effectivement un refus systématique de tous les projets qui sont proposés, il y aura quand même lieu de s'interroger dans les semaines qui viennent sur les impacts pour les collectivités locales. Voilà, je voulais juste faire ce petit aparté. Donc sur le contenu de la loi de finances spéciale, c'est une loi de finances qui finalement se compose de 4 articles seulement. Le premier article permet donc à l'État de percevoir les impôts, dont les impôts locaux, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances 2025. Le second article inscrit de manière explicite les prélèvements sur les recettes de l'État, notamment la DGF et les différentes dotations de compensation pour les exonérations fiscales qui doivent intégrer le budget des collectivités locales selon les mêmes montants que ceux qui ont été votés en 2024. L'article 3 de cette loi de finances spéciale autorise l'État à emprunter, mais pour 2025 uniquement. Et enfin, le dernier article, l'article 4, permet effectivement
à l'État, aux différents organismes de sécurité sociale, là encore, d'emprunter pour financer leurs différentes dépenses. Donc on est vraiment sur une loi de finances à minima qui ne prévoit aucune mesure nouvelle, mais qui se contente en fait d'autoriser l'État à prélever les impôts pour financer des services selon les modalités adoptées, grosso modo, dans le budget pour 2024. Si on en reste à cette loi de finances spéciale, et si on commence justement à rentrer un petit peu dans le vif du sujet et à s'interroger sur les impacts de la loi de finances spéciale sur les budgets des collectivités, on peut avoir une première porte d'entrée dans notre réflexion sur les impacts sur la dotation globale de fonctionnement. On se souvient que le projet de loi de finances initial pour 2025 prévoyait, comme les années précédentes, une augmentation des dotations de péréquation des communes, notamment la DSU et la DSR, une augmentation d'enveloppe financée par une réduction d'autres dotations, en particulier la dotation forfaitaire des communes, ou encore une diminution de la dotation de compensation des EPCI. Dans le cadre de la loi de finances spéciales, il n'y aurait pas d'augmentation de ces différentes enveloppes et il y aurait naturellement, mathématiquement, en conséquence, une baisse de l'écrêtement des autres dotations. Mais le plus important, et je pense que c'est une question que vous vous posez, c'est est-ce que la loi de finances spéciale reconduit à l'identique les montants individuels de DGF de 2024 ou bien y a-t-il quand même des calculs à faire? Alors évidemment, les modalités de répartition resteraient les modalités de 2024. Mais néanmoins, lorsque Bercy a été interrogé par certaines associations d'élus, la réponse qui a été apportée, c'est que les DGF individuels, notamment des communes et des intercommunalités, pourraient évoluer en fonction de certaines variables, notamment comme la population. Donc ça veut dire que lorsque les services de l'État réaliseront une simulation des DGF de chaque collectivité prise individuellement, de ce que l'on comprend aujourd'hui, on parle au conditionnel, mais c'est effectivement, à mon avis, assez sensé. On ne reprendrait pas les montants à l'euro près de 2024, mais on recalculerait les DGF en faisant jouer les variables comme la population. Mais si on tient compte de la population, on tient compte aussi probablement de l'évolution des différents autres critères comme le potentiel financier ou encore l'effort fiscal. Ça, c'est en l'état actuel de la législation sous l'empire de la loi de finances spéciale. Rien ne s'oppose, à notre sens, à ce que lors des débats parlementaires qui vont reprendre, pourrait y avoir néanmoins une modification d'un certain nombre d'articles qui permettrait de reprendre les dispositions initiales pour justement augmenter un petit peu les dotations de péréquation des communes. Mais vu qu'on n'a aucune certitude en la matière et qu'il y a un vrai flou juridique sur ce que le gouvernement va pouvoir remodifier ou pas, le conseil le plus sensé que l'on peut donner aujourd'hui, ça serait quand même uniquement de faire jouer les différentes variables et de ne pas parier sur une augmentation considérable de votre DSU ou de votre DSR pour l'année à venir. Pour boucler un petit peu la boucle sur la DGF, il y a également des questions qui se posent pour les communes qui sont situées dans certaines zones. La loi de finances pour 2024 a fait évoluer les zonages et donc désormais les zones ZRR ont été remplacées par les zones France Ruralité Revitalisation. Certaines communes se sont interrogées de savoir si, en l'absence de loi de finances pour 2025, les petits coups de pouce qui sont prévus pour les communes situées en zone France Ruralité Revitalisation allaient bien s'appliquer.
La réponse est oui, puisque ce sont des dispositions qui sont déjà codifiées dans le Code général des collectivités territoriales. Ce sont des dispositions qui ont été votées lors de la dernière loi de finances, et donc il y aura bien une majoration de la fraction bourg-centre de la DSR pour les communes qui en bénéficient, de 30%, et également, et c'est surtout ça la nouveauté, une majoration de 20% pour les communes situées en zone FRR et qui bénéficient de la fraction péréquation de la DSR. Donc ça, c'est un point qui est quand même à prendre en compte pour vos simulations de DGF pour 2025. Si vous êtes une commune qui avait intégré les zones France Ruralité Revitalisation et que vous bénéficiez de la fraction péréquation de la DSR, ça c'est un texte qui s'applique. Vous pouvez augmenter cette dotation de 20% dans vos simulations pour l'année 2025. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la DGF. Il y a un autre point qui pose question s'agissant de la loi de finances spéciale, c'est son impact sur les différentes dotations d'investissement. Et c'est là où on voit que le fait de gouverner avec une simple loi de finances spéciale a des vraies limites. Parce que, et ça a été très clairement dit par le cabinet du ministre de l'économie, il y aurait, en fait, il faut bien le comprendre, ni DETR, ni DECIL, ni fonds vert, tant que la loi de finances initiale pour 2025 n'est pas adoptée. Ça veut dire qu'à ce jour, les collectivités pourront recevoir le versement des subventions qui ont déjà fait l'objet d'une contractualisation en 2024, par exemple, mais tant qu'une loi de finances initiale n'est pas votée, il n'y aurait pas nouvelles, euh, de nouveaux versements de DETR, de DECIL ou encore de fonds verts. Donc, ça aussi, c'est un point effectivement extrêmement important à retenir et qui fait partie des conséquences particulièrement, on pourrait dire, désagréables du fait de faire tourner un État uniquement sur la base d'une loi de finances spéciale. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Évidemment, cette loi de finances spéciale, elle ne change rien en matière de fiscalité. Il y aura bien une revalorisation des valeurs locatives. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur les principaux impacts de la loi de finances spéciale sur les collectivités locales. Donc avant de passer aux, je dirais, aux hypothèses les plus plausibles pour 2025 et de manière à vous aider dans la réalisation et vos prévisions budgétaires et dans la rédaction de votre robe, y a-t-il des questions sur cette loi de finances spéciale ou par rapport à ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est pas évident concernant la DGF ou encore les différentes dotations de soutien à l'investissement local. Alors, merci Paul. Oui, tout à fait. Quelques questions. Alors, toujours une question sur l'état fiscal 1259 qui t'est posée. Oui. Doit-on repartir de l'état fiscal donc de 2024, donc c'est-à-dire sur les bases prévisionnelles, ou doit-on prendre en compte les bases réelles d'imposition transmises en fin d'exercice budgétaire, en fin d'année? Bah, disons qu'il faut de toute façon repartir sur les montants les plus susceptibles, je dirais, enfin, les montants les plus récents. En fait, normalement, vous avez peut-être déjà vos bases d'imposition définitives pour 2024 et on sait que ces bases définitives, elles seront revalorisées de 1,7% puisque c'est le niveau d'inflation qui a été constaté entre novembre 2023 et novembre 2024. On sait qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les bases sont revalorisées. Donc, partir des bases définitives pour 2024 et les augmenter d'1,7% ou alors attendre la transmission de l'état fiscal 1259 pour 2025 si c'est possible. Voilà. Très bien, merci Paul. Alors, quid du FCTVA, mais là tu vas en parler dans quelques Oui. minutes.
autre question sur les zonages. Qu'en est-il pour les communes qui sont maintenues en zone de revitalisation rurale jusqu'en décembre 2024 et qui devaient être classées en FRR par la loi de finances? Alors, c'était effectivement là aussi l'un des biais de la loi de finances spéciale, c'est que, en théorie, le précédent gouvernement, voire même l'avant-dernier gouvernement, s'était engagé à ce qu'il y ait dans le projet de loi de finances une mesure qui réintégrerait les communes qui étaient auparavant situées en ZRR et qui n'ont pas fait l'objet d'un reclassement en zone France Ruralité Revitalisation pour permettre justement à ces communes de continuer à exonérer certaines entreprises, notamment de taxes foncières, mais aussi d'impôts sur les bénéfices, évidemment. Donc, comme le projet de loi de finances initiale est tombé, il va falloir qu'il y ait une loi de finances qui prévoit cette mesure de manière explicite. Et lorsque le nouveau gouvernement s'est exprimé sur ses priorités dans le prochain projet de loi de finances qu'il souhaitera, je dirais, voter, ou faire voter plus exactement, cette mesure figure en bonne place. Donc il faut effectivement qu'il y ait une loi de finances définitive, initiale en tout cas, qui prévoit la réintégration de ces communes. Aujourd'hui, en l'état actuel des textes, ça n'est pas le cas. Très bien, merci Paul. Autre question, cette fois-ci sur les subventions d'État. Mhm. Quid du FNADT ou des subventions ANS, par exemple? Est-ce qu'on peut élargir en disant que pour l'instant, il n'y a aucune subvention de l'État? Pour l'instant, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Il y a par contre du FCTVA, bien évidemment, puisque c'est un dispositif prévu dans le Code général des collectivités territoriales et dont les crédits sont reportés d'une année sur l'autre en cas d'absence de loi de finances définitive. Pour moi, à ce stade, il ne faut effectivement tabler sur aucune subvention. Il va falloir attendre la loi de finances initiale. Rien ne vous empêche, par contre, de prendre attache auprès des services du département ou des services compétents pour en savoir davantage. Mais je pense qu'aujourd'hui, tant qu'une loi de finances initiale n'a pas été votée, il y aura un gel de l'octroi de l'ensemble de ces dotations. On a eu des explications assez claires de la part notamment des cabinets ministériels pour la DETR ou encore la DSIL. Je n'ai pas d'informations précises sur les autres subventions, mais j'ai bien peur effectivement qu'il faille attendre une loi de finances initiale en bonne et due forme pour savoir justement comment ces nouveaux crédits pourraient être octroyés aux collectivités locales. Et enfin, une dernière question. Qu'en est-il pour la dotation de compensation sur la part salaire? Alors, j'imagine que vous faites référence à l'une des deux composantes de la DGF des EPCI. Cette compensation par salaire, on sait qu'elle est depuis quelques années maintenant écrétée d'un pourcentage qui est généralement compris entre 1, 2 ou 3%. Et c'est justement l'écrêtement de cette compensation par salaire qui permet de financer l'accroissement de la péréquation d'autres dotations. Donc effectivement, la logique mathématique voudrait que si la loi de finances spéciale continue de s'appliquer, comme elle ne permet pas d'augmenter les dotations de péréquation, eh bien cette compensation par salaire serait, je dirais, écrétée, mais dans une moindre mesure. Donc l'hypothèse que l'on peut prendre, c'est effectivement de maintenir la compensation par salaire à son niveau de 2024, mais comme il y a une forte chance, malgré tout, qu'on ait bien au final une loi de finances initiale et qu'il y a chaque année un accord entre les différents groupes parlementaires pour augmenter un petit peu la péréquation au détriment des dotations historiques, je pense que la sagesse commanderait dans vos prévisions budgétaires,
de réduire la compensation par salaire selon les pourcentages que vous avez pu observer ces dernières années, donc environ 2%. Je pense que c'est le plus sage et le plus raisonnable en l'absence d'autres hypothèses à ce jour. Une dernière question, Paul, toujours sur la question des subventions. Quid des subventions qui ont fait l'objet d'une attribution en 2024? Donc, je suppose, y a-t-il un versement attendu sur 2025? Oui, alors pour cela, effectivement, c'est un point que vous retrouverez hein, lorsqu'on vous transmettra le support. Je suis peut-être passé un petit peu vite dessus, mais on distingue bien entre les dotations qui ont déjà fait l'objet d'une attribution en 2024 et les autres. Pour les dotations qui ont déjà fait l'objet d'une attribution en 2024 et dont le calendrier de versement prévoit qu'elles seront versées en 2025, il y aura bien normalement un versement en 2025. La différence, c'est que aujourd'hui, si vous allez voir vos instructeurs en matière de dotation et vous leur demandez, vous dites, voilà, j'ai un nouveau projet en 2025, je souhaite avoir une dotation, là, par contre, c'est bloquant. Mais si vous avez un projet déjà en cours qui a déjà fait l'objet d'une attribution en 2024 et dont le calendrier prévoit un versement à compter de 2025, pour moi, il n'y a pas de problème dans ce cas de figure-là. Très bien. Merci, Paul. Je te propose sans plus attendre de passer à la troisième partie de ton intervention. Oui, merci beaucoup Damien et merci beaucoup pour vos questions. Donc, comme on l'indiquait tout à l'heure, euh, dans l'hypothèse la plus probable, le gouvernement pourrait donc repartir de la version du projet de loi de finances initiale qui a été retravaillée par le Sénat. Si on regarde quels sont aujourd'hui les objectifs du nouveau gouvernement, on a des objectifs, je dirais, macroéconomiques qui ont été annoncés et expliqués d'ailleurs dans les médias ces derniers jours. Et on a des objectifs, je dirais, de contribution pour les collectivités locales qui ont eux aussi été annoncés et qui justement nous permettent d'y voir un petit peu plus clair. Donc, si on s'attarde sur les nouveaux objectifs du gouvernement en matière de déficit public, on se souvient que le gouvernement Barnier avait prévu de réduire le déficit public à 5% en 2025 et d'entamer une trajectoire de réduction du déficit public jusqu'à 3% à l'horizon 2029. Le gouvernement Bayrou prévoit un déficit public de l'ordre de 5 à 5,5% maximum à la fin de l'année 2025. On a entendu assez régulièrement dans les médias ces derniers temps que l'objectif était de se rapprocher au maximum de 5%, mais que compte tenu du contexte politique, des concessions devraient être faites par le gouvernement, mais on va essayer de ne pas aller au-delà de 5,5%. Traduction faite en matière de marge de manœuvre, on se souvient, et on l'avait dit d'ailleurs lors de notre webinaire d'octobre consacré au projet de loi de finances, il y avait bien 60 milliards d'euros de marge de manœuvre à trouver, et on se souvient que la répartition, c'était 40 milliards d'euros de dépenses en moins et 20 milliards d'euros de recettes en plus. Le nouveau gouvernement, celui de M. François Bayrou, estime que pour atteindre cet objectif d'environ 5,5% de déficit, il y aurait 50 milliards d'euros d'efforts à faire. Mais, contrairement au gouvernement Barnier qui avait proposé un effort de 5 milliards d'euros aux collectivités locales, ce que le Sénat avait voulu, c'était de réduire le fardeau des collectivités à environ 2 milliards d'euros et il semblerait que ce soit bien ce chiffre-là qui soit accepté et retenu par le gouvernement. Donc c'est effectivement sur ce chiffre-là que les travaux vont reprendre et c'est l'objet justement de nos échanges sur cette troisième partie.
Donc on se souvient que sur les 5 milliards d'euros d'économies que le gouvernement Barnier souhaitait réaliser, il y avait une première mesure qui devait permettre à l'État d'économiser environ 800 millions d'euros, et c'était une mesure qui concernait le FCTVA. Donc il s'agissait pour le gouvernement de proposer une mesure double, si j'ose dire, avec d'une part la suppression des dépenses de fonctionnement de l'assiette d'éligibilité du FCTVA. On parlait en particulier notamment de supprimer de l'éligibilité au fonds les différentes dépenses d'entretien, de la voirie ou encore des bâtiments publics. Ça, c'était pour la première partie de la mesure d'économie. Et à côté de cela, le précédent gouvernement proposait de diminuer le taux de compensation. On sait qu'il est aujourd'hui de 16,404% pour être précis. Il était censé passer à 14,85% pour les dépenses éligibles faisant l'objet d'attribution du FCTVA à compter du 1er janvier 2025. Ce que le Sénat a voté, alors j'ai écrit en décembre, mais c'était peut-être en novembre, peu importe. En tout cas, le Sénat a supprimé bonnement cet article 30 du projet de loi de finances initial. Et en plus de cela, il a proposé, mais sur cela on va être beaucoup plus prudent, une forme de contemporanéisation du régime de versement du FCTVA. Donc en l'état actuel des choses, on peut quand même tabler sur une disparition de cette mesure qui avait été envisagée par le précédent gouvernement, mais qu'il y aura une discussion autour du fait de savoir est-ce que les collectivités qui perçoivent le FCTVA en N+1 par rapport à la dépense ou en N+2 pourraient finalement bénéficier du fonds dès l'année même de l'investissement. Sur ce point-là, je serai beaucoup plus mesuré, mais il y a quand même une bonne chance que cette mesure qui aurait permis à l'État d'économiser 800 millions d'euros et qui aurait reposé sur les collectivités locales n'intègre pas le texte final. Deuxième point, c'est le fonds de réserve. Alors on se souvient que ce fonds de réserve, son objectif, c'était de ponctionner 3 milliards d'euros sur certaines collectivités dites riches pour alléger justement, là encore, je dirais, pour permettre de faire 3 milliards d'euros d'économies sur les collectivités locales. Mais on se souvient que c'était une disposition un petit peu particulière, puisque déjà, toutes les collectivités n'étaient pas concernées. C'était les 400 plus grosses collectivités, ou en tout cas qui avaient un budget de fonctionnement supérieur à 40 millions d'euros. Et on se souvient que cette ponction de 3 milliards d'euros répartie sur environ 400 collectivités devait venir abonder certains fonds de péréquation sur les années suivantes. On se souvient de ce schéma, c'est-à-dire qu'on prend en 2025 3 milliards d'euros sur ces collectivités, et sur ces 3 milliards d'euros, on a 1 milliard d'euros qui va être réparti en 2026 entre le FPIC, le Fonds départemental de péréquation des DMTO et le Fonds de solidarité régionale, puis de nouveau 1 milliard d'euros à répartir entre ces trois fonds en 2027, puis de nouveau 1 milliard d'euros en 2028, de nouveau à répartir entre ces trois fonds selon une clé de répartition qui doit être décidée chaque année par le comité des finances locales. Donc dans la philosophie du dispositif, ces 3 milliards d'euros, ils ne tombaient pas du ciel, c'était véritablement de reprendre aux collectivités l'écart entre l'objectif de la loi de programmation des finances publiques et ce qui est véritablement réalisé par les collectivités. Autrement dit, à chaque fois que les collectivités dépensent plus que ce que l'État leur assigne comme objectif, eh bien l'État vient reprendre dans le budget de 400 collectivités le surplus
et va le répartir sur les 3 années suivantes entre différents fonds de péréquation. Ça, c'était la version imaginée initialement par le gouvernement Barnier, mais qui avait été retravaillée en profondeur par le Sénat. Alors, à quoi pourrait ressembler ce fonds de réserve nouvelle version? Déjà, quand on parle de chiffres, le montant prélevé, il ne serait plus de 3 milliards d'euros, mais de 1 milliard d'euros. Et en fait, la logique du dispositif est revue complètement. Ça veut dire que auparavant, on disait, voilà, il y a 3 milliards d'euros, et ces 3 milliards d'euros seront répartis sur 400 à 450 collectivités. Aujourd'hui, on va répartir l'effort dans un premier temps entre les différentes catégories de collectivités locales. C'est-à-dire qu'on va avoir un effort de répartition bloc communal, un effort de répartition département et un effort de répartition région. On va regarder quel est le niveau d'épargne brute de chacune de ces catégories. Plus on va avoir un niveau d'épargne brute faible, moins la catégorie va être amenée à contribuer. En fait, l'idée, c'était de soulager notamment les départements qui, lorsqu'on regarde dans les grandes masses, présentent aujourd'hui les niveaux d'épargne les plus alarmants entre les différents niveaux de collectivité. Au sein de chacune des catégories, ensuite, chaque collectivité concernée sera prélevée d'un certain montant en fonction de différents critères de richesse et de revenus. Et on retrouve là les critères habituels que l'on connaît en matière de potentiel financier et de richesse. Dit autrement, on a 1 milliard d'euros à prendre. On va prendre, par exemple, en fonction des niveaux d'épargne brute, eh bien, on va prendre 400 millions d'euros sur le bloc communal, 400 millions d'euros sur les régions, et comme les départements ont un niveau d'épargne brute plus faible, uniquement 200 millions d'euros sur les départements. C'est ça la logique du dispositif. Là, ce que je donne comme exemple, ce ne sont pas les vrais chiffres, c'est juste pour sentir un petit peu la philosophie de cette mesure. Et ensuite de ça uniquement, on va aller regarder chaque collectivité, collectivité par collectivité, les indicateurs de richesse fiscale. Alors là encore, on va avoir, puisque c'est le système français, une règle 50 000 exceptions. On va avoir là-dedans un certain nombre de collectivités qui pourront être exonérées, notamment selon certains critères de DSU ou encore de DSR, boursantes, etc., etc. Bon, l'amendement, de toute façon, aujourd'hui, précise un certain nombre d'exceptions. Mais quand même, initialement, on devait répartir 3 milliards d'euros, ou en tout cas prendre 3 milliards d'euros sur 400 collectivités. Là, on va prendre 1 milliard d'euros sur environ 2000 collectivités. Ça veut dire que chaque collectivité, sans véritablement qu'il y ait de critères démographiques, pourra être prélevée. Donc là, la question qui vient immédiatement après, c'est est-ce que ma collectivité, finalement, va être prélevée? Donc la réponse est peut-être oui, en fonction des critères qui seront adoptés définitivement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour boucler la boucle, et c'est là où le système, on a vraiment le sentiment de mise en place d'une usine à gaz pour pas grand-chose, c'est que pour les collectivités qui seront prélevées, il y aura un système normalement dans lequel 90% de ce prélèvement va revenir à la collectivité et seulement 10% sera mis en réserve dans les différents fonds de péréquation de chacune des catégories, le FPIC pour les communes, le fonds départemental de péréquation des DMTO pour les départements et le fonds de solidarité régionale. Donc c'est en fait hyper compliqué pour pas grand-chose. On va prendre 1 milliard d'euros sur des collectivités pour au final leur reverser directement 900 millions d'euros d'une certaine manière. Comment on peut interpréter ce dispositif?
L'idée, à mon avis, et généralement la réponse est dans le titre, c'est que les sénateurs ont souhaité repenser la philosophie du système. Et donc, en fait, l'idée serait plutôt de lisser les recettes fiscales dans le temps. Moi, je l'interprète comme étant un certain signal d'alerte. C'est-à-dire que, au final, l'impact ne sera pas démesuré sur le budget de votre collectivité, puisque même si vous êtes amené à être prélevé, vous allez recevoir en compensation une partie importante de ce prélèvement. Mais il y a quand même un effet psychologique, c'est-à-dire qu'on va dire aux collectivités les plus riches, à partir d'aujourd'hui, vous allez être prélevés. Et donc, il y a un effet mécanique pour inciter ces collectivités-là à réduire leurs dépenses de fonctionnement. Mais on voit bien tous les problèmes que ça peut poser, notamment en termes de prévisibilité. Donc aujourd'hui, on est capable de dire que ce système-là allait être en tout cas mis en discussion au Sénat au moment où la motion de censure a été votée. Et on a quand même de fortes présomptions pour que cet amendement soit effectivement partie prenante du texte définitif. Est-ce que ce sera sous cette forme-là? Est-ce qu'il sera modifié par les sénateurs? Ou bien est-ce que l'Assemblée proposera une nouvelle mouture? On ne le sait pas. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que cet amendement-là, que le Sénat allait discuter au moment de la motion de censure, était un amendement qui était préparé en concertation avec le gouvernement. Donc, il a quand même une chance raisonnable de figurer au moins dans les débats qui reprendront au Sénat à la mi-janvier et peut-être même dans le texte définitif. Donc, il faut rester attentif par rapport à ça. Enfin, dernier point, je n'ai pas fait de diapositive dessus, mais donc je le dis oralement, il y avait également, parmi les dispositions du projet de loi de finances initiale, une mesure qui concernait notamment les intercommunalités et qui prévoyait un gel de la dynamique de TVA. On sait que les intercommunalités perçoivent en compensation de la suppression de la taxe d'habitation de la TVA qui, normalement, est dynamique chaque année. Je vous invite à vous rendre sur le site de la Banque des Territoires. On a fait un article sur justement les problématiques que cela pose. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, et vous l'avez sans doute vécu, et on en a parlé, je crois, lors du dernier webinaire, que finalement, le dynamisme de la ressource est chaque année plus faible que ce qui est prévu initialement. Alors bon, l'idée par rapport à ça, et finalement c'est plus simple, c'est d'arrêter le dynamisme de la ressource. Et ça, les sénateurs semblent effectivement d'accord, sachant que ça pourrait faire économiser environ 1,2 milliard d'euros à l'État. Donc, on aurait environ 1 milliard d'euros avec le fonds de réserve nouvelle version, environ 1 milliard d'euros avec le maintien de la mesure qui écrète le dynamisme de la TVA et qui concerne surtout les intercommunalités. Bon an, mal an, on a nos 2 milliards d'euros et ce sont, en théorie, ces deux mesures que l'on devrait retrouver dans le texte que le gouvernement souhaiterait faire appliquer. Alors, avant de parler des différentes autres orientations du Sénat, sur lesquelles je vais passer relativement rapidement parce qu'elles ont assez peu de chances de passer au final, est-ce qu'il y a des remarques sur les différents dispositifs que je viens d'évoquer? Vous l'avez bien compris, l'idée, c'est de repartir du projet de loi de finances initiale et des trois principales mesures que le gouvernement Barnier a envisagées pour faire économiser 5 milliards d'euros sur les collectivités, de voir quel sort les sénateurs veulent réserver à ces trois principales mesures. Donc on voit bien, FCTVA suppression, écrêtement de la TVA maintien et fonds de réserve modification du dispositif. C'est ça, à mon sens, qui va fonder les principes et la philosophie du projet de loi de finances tel qu'il sera discuté dans les semaines à venir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport
à ces trois principales mesures. Merci Paul. Alors oui, quelques questions. Donc idéalement des réponses concises compte Ouais. tenu du temps qui nous reste. Alors, on va essayer de les reprendre au fur et à mesure. La contribution au fonds de réserve aurait-elle, je me permets de reformuler la question, hein, Mhm. aurait-elle pour conséquence une possible augmentation du FPIC à terme? Alors oui, dans la logique, il y aurait effectivement un abondement supplémentaire du FPIC euh, avec le prélèvement opéré sur certaines collectivités riches. Effectivement, c'est dans la logique du dispositif. Oui, tout à fait. Mm. Autre question, toujours sur le fonds de réserve. Mhm. Quelles sont les modalités de prélèvement? Est-ce qu'on est sur les douzièmes de fiscalité? Est-ce qu'on est sur la DGF? Alors, de ce que j'ai compris, ça serait plutôt les douzièmes de fiscalité, mais ça reste à confirmer. Je préfère continuer de parler au conditionnel sur cet aspect-là. Mm. Très bien, merci Paul. Je continue. Encore une question. Alors, effectivement, le sujet, notamment du gel des participations d'État, nourrit beaucoup de réflexions et d'interrogations. Bonjour, le calendrier de dépôt des dossiers tels que la DETR ou la DSIL est-il pour autant maintenu avec une date limite fixée au 31 janvier? Alors, je pense que ce sera décalé, mais ce sont effectivement je dirais, des décisions qui sont prises au niveau des départements, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y aura certainement des communications qui seront faites dans les prochains jours. Je pense qu'il y aura quand même la possibilité de décaler ce calendrier. Ouais. Mm. Alors, en déroulant le fil de discussion, effectivement, Madame Boissel a répondu à la question en nous indiquant que le préfet a adressé une circulaire pour le Calvados avec une date limite fixée en février pour la DETR. Voilà. Donc, Mhm. effectivement, une décision prise à l'échelle départementale. Ouais. Autre question, pour les communes, seraient donc prélevées les communes qui ont un rang cible élevé? Point d'interrogation. Alors, j'imagine que c'est le fonds de réserve et le Oui, rang cible, c'est la DSR oui, cible. ça doit être ça, L'idée, c'est effectivement, oui. l'idée, c'est effectivement de ne pas faire contribuer les communes selon les mêmes modalités que le FPIC, un petit peu, hein. Donc, j'avoue que je ne les ai pas en tête là maintenant, mais il y a des questions de rang, effectivement, hein. Plus une commune va afficher des indicateurs de richesse relativement dégradés du point de vue du potentiel, du revenu, plus effectivement, moins elle sera contributrice et il y aura effectivement des exonérations de contributions pour effectivement les collectivités. Je ne me souviens plus des chiffres exactement, mais c'est les X premières selon un rang cible. On pourra modifier le document et ajouter Oui. ça. Mais il y a effectivement une question de rang cible, oui, de mémoire, oui, tout à fait. Mm. Autre question. Alors là, on rentre sur les sujets d'imputation comptable, Paul. Mhm. Pour le vote du BP, nous proposons de tenir compte d'une contribution réduite de moitié par rapport à celle du PLF Barnier. Quelle imputation comptable préconisez-vous entre dotation pour risque au chapitre 68 ou l'atténuation de produits au chapitre 14? Alors, comme il me Ça, semble que c'est c'est quand presque une même des... question rural consulte, ça, Paul, hein. Ouais, 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 tout à fait. Bon, je suis pas expert comptable, mais de ce que j'ai compris, euh, c'est un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité. Donc, moi, j'aurais eu tendance à baisser le compte 73. Je poursuis. Alors, une question peut-être un peu plus, je vais pas dire technique, mais un peu plus précise, sur un autre sujet qui est indirectement lié effectivement au sujet du jour. Qu'en est-il de la continuité et du maintien du financement du dispositif des conseillers numériques et de leur pérennisation? Est-ce que tu as des éléments sur le sujet?
Alors non, j'avoue que ça n'est pas un sujet sur lequel j'ai d'informations aujourd'hui. Faudrait que je me renseigne. Eh bien, je remonte toujours dans le fil. Alors, une question de monsieur Dufaux tout à l'heure que je n'avais pas vue. Pardonnez-moi, mais il est important de la reprendre maintenant. Alors, également, un sujet assez précis, mais qui avait peut-être plus un lien avec le PLFSS que sur le projet de loi de finances initial. Mhm. Une interrogation sur les dispositions dérogatoires relatives à la prise en charge des frais de transport pour le personnel à hauteur de 75%. Ces dispositions dérogatoires sont-elles maintenues pour 2025? Alors j'avoue que j'ai pas retravaillé spécifiquement. C'est une disposition qui est plutôt dans le projet de loi de financement de la sécurité Oui, sociale. absolument, je pense, effectivement. Alors il y a deux manières de voir les choses. Je sais qu'il y a un certain nombre de décrets qui ont été publiés à la fin de l'année 2024 parce qu'il y a certaines dispositions euh, qui peuvent être adoptées sur simple décret. Et sans dire de bêtises, il y a un article justement de la Banque des Territoires sur les différents décrets qui ont été publiés. Mm. Donc, je vous invite à aller peut-être sur la page de la Banque des Territoires. Si c'est une mesure effectivement qui doit figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur ce projet de loi spécifique, sachez que comme le gouvernement est tombé sur ce projet de loi, il va très certainement falloir refaire un projet de A à Z. Donc peut-être qu'on n'a pas encore la réponse aujourd'hui. Mais si ça se présente par voie de décret, il y a un certain nombre de décrets qui ont été publiés à la fin de l'année et qui sont recensés sur le site de la Banque des Territoires. Et j'en Oui, profite d'ailleurs pour dire une chose, c'est que on avait également parlé de l'augmentation des cotisations employeurs pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Normalement, il n'y a pas besoin d'adoption d'un projet de loi de finances de la sécurité, de projet de loi de financement pardon, de la sécurité sociale pour adopter une telle mesure. Un décret suffit. ouais, c'est Or, une ce décret disposition n'est pas décrétale. paru. Mm. Ouais. Ce décret n'est pas paru à la fin du mois de décembre. Donc, pour le moment, à mon sens, c'est encore en discussion. Et là encore, c'est sur le même article de la Banque des Territoires. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site Internet parce qu'on a recensé justement tous ces décrets-là à la fin du mois de décembre. Oui, tout à fait. On pourra d'ailleurs peut-être adresser le lien. Il Oui, s'agit d'un article de Localtis, hein, oui, Localtis, pardon, tout à fait. Ouais. de notre quotidien d'information. Et d'ailleurs, peut-être que certaines ou certains d'entre vous recevez chaque matin cette lettre quotidienne. Dans les premiers jours de l'année 2025, nous avons recensé l'ensemble des dispositions. Bah, d'ailleurs, je crois, bah, c'est extraordinaire puisque Monsieur Masson, en direct, nous transmet certainement le lien de l'article en question. Donc, merci beaucoup. C'est Merci. de votre contribution et de votre collaboration, où vous pourrez effectivement retrouver l'ensemble de ces dispositions. La dernière question avait trait à la hausse du taux relatif à la CNRACL. Paul, Ouais, donc tu as assuré la transition. Donc, je voilà. pense que nous sommes à jour sur les questions. Tu peux passer à la dernière partie de ton intervention. Oui, tout à fait. Juste un petit mot rapide quand même, Damien. Euh, S'agissant de ce que le Sénat a envisagé également, puisque après tout, il y a aussi, on parle beaucoup depuis le début des discussions parlementaires, des dispositions qui ont un impact direct sur le budget des collectivités. Il faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de dispositions techniques qui sont discutées à l'occasion du projet de loi de finances. Juste pour dire effectivement qu'il y a des discussions en cours sur la fusion de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est soutenu par le gouvernement, mais on peut toujours imaginer qu'il y ait des concessions sur certains points pour faire passer d'autres mesures. Donc on peut quand même, ne serait-ce qu'au moins évoquer au passage cette discussion. Également, à signaler un amendement
pour assouplir les règles de lien entre les taux, pour notamment permettre aux collectivités du bloc communal d'augmenter le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans être contraint dans le même temps d'augmenter les taux de taxe foncière. On va y revenir dans un moment. Et il y a effectivement d'autres aspects, alors qui nous concernent peut-être un peu moins ce matin parce que ça concerne davantage les départements et les régions, encore que vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que commune ou intercommunalité, vos finances et vos subventions dépendent aussi de la santé financière des départements et des régions. Il y aura de toute façon mis sur la table un amendement qui pourrait permettre aux départements qui le souhaitent de relever le plafond des DMTO pendant une période provisoire de 3 ans. Et enfin, aussi autre chose, la possibilité qu'un amendement soit voté et qui permettrait aux régions, en leur qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, de prélever un versement mobilité à un taux plafond de 0,2% avec une possibilité de reversement à certaines communautés de communes rurales. Donc là encore, on n'a pas d'informations, enfin, on a des informations sur la manière dont les discussions vont se porter, mais on n'a pas d'assurance que ces dispositions seront adoptées au final. Mais on va être attentif par rapport à ça, puisque ça concerne bien sûr les finances des collectivités locales. Donc, dernière partie, effectivement, dans le quart d'heure qui nous reste, sur les prévisions budgétaires 2025 et un point, si vous le souhaitez, sur le vote des taux des impôts locaux. Donc, simplement pour redire que la revalorisation 2025 des valeurs locatives, c'est 1,7%. Donc ça, c'est sûr, hein, c'est dans la loi, déjà codifié dans le Code général des impôts. On le sait, on l'a dit il y a quelques minutes. La revalorisation des valeurs locatives, c'est effectivement l'inflation constatée entre N-2 et N-1. Et enfin, si d'aventure, finalement, le gouvernement consent à débloquer l'évolution de la TVA octroyée sous forme de fractions, notamment aux intercos, en 2025, normalement, il devrait y avoir un gel et une reconduction des montants de 2024. Mais si jamais on en revient à la version initiale, enfin à la version, je dirais, où les collectivités ne contribuent pas, l'évolution prévisionnelle des fractions de TVA pour 2025, c'est un peu plus de 2%. Voilà, mais bon, pour ma part, je tablerai quand même sur le même montant que 2024. Avant de passer au rappel des règles de lien entre les taux, je voulais peut-être porter un petit peu le... Non, on va quand même faire les règles de lien entre les taux et on conclura sur la dernière diapositive sur justement les bienfaits et les inquiétudes qui découlent de l'absence de vote d'une loi de finances. Juste pour faire un petit rappel, parce qu'on a chaque année à cette période un certain nombre de questions qui nous sont posées sur les règles de lien et comment voter les taux des impôts locaux. Donc voilà, dans le document qu'on vous transmettra, il y a effectivement rappel des dispositions applicables qui sont dans le Code général des impôts et un rappel des différentes règles qui existent selon le régime fiscal et la catégorie de collectivité. Donc, pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle et pour les EPCI à fiscalité additionnelle, il y a donc la possibilité de faire varier de manière proportionnelle les taux des 4 taxes. Si vous envisagez une variation différenciée, la hausse du taux de taxe foncière non bâtie ne doit pas être supérieure à celle du taux de taxe foncière bâtie. Et surtout, les taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de CFE ne peuvent pas augmenter plus que le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est le point que l'on relevait tout à l'heure. C'est une manière de protéger en quelque sorte les propriétaires de résidences secondaires. S'agissant des communes membres d'EPCI à fiscalité professionnelle unique, c'est la même chose, sauf qu'elles ne votent pas le taux de CFE. Et enfin, pour les EPCI à FPU, si vous êtes un EPCI à FPU, vous pouvez faire à peu près la même chose que les autres, sauf que vous ne pouvez pas décider d'une variation
proportionnelle de vos 4 taux. Vous ne pouvez pas dire j'augmente de 5% les taux de TH, de taxes foncières et de CFE. Il faut donc en revenir aux règles en vigueur pour les variations de taux différenciées. Et ça veut dire qu'il faudra être très attentif, notamment aux variations de taxes foncières qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire l'année précédente. Voilà, ça c'est vraiment pour les règles de lien résumées de manière synthétique et qui peuvent vous être utiles à cette période de l'année où vous entamez peut-être une réflexion sur l'opportunité ou non de faire évoluer vos taux. Et sachez que dans le cadre du service Rural Consult, on peut vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc n'hésitez pas à faire appel à notre service, à nous exposer votre cas, quelles sont les ambitions des élus en la matière pour voir si les projets qui sont les vôtres sont compatibles avec l'état du droit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si on conclut en quelques instants, on peut se poser la question de savoir si l'absence de loi de finances est une aubaine ou pas pour les collectivités. Donc déjà de préciser qu'il y a quand même de fortes raisons de penser qu'à la mi-février ou au plus tard à la fin du mois de février, la France dispose bien d'une loi de finances initiale pour 2025, même si c'est une loi de finances à minima. Ce que l'on peut dire, c'est que bien sûr, il y a de prime abord un aspect positif pour les collectivités. Il n'y aurait donc pas de baisse du taux de compensation du FCTVA, il n'y aurait pas d'écrêtement de la dynamique de TVA, il n'y aurait pas de fonds de réserve. Mais si on n'a pas du tout de loi de finances, il y a quand même des points négatifs. Par exemple, un risque pesant sur l'octroi des dotations d'investissement, un risque d'augmentation des taux d'intérêt, une absence de coup de pouce sur les dotations de péréquation des communes, ou encore des mesures même très techniques comme par exemple l'impossibilité de décaler au 31 mars la date limite de signature de la convention qui permettrait l'application de l'abattement de 30% de taxes foncières pour les logements sociaux situés en QPV, ou encore l'absence de réintégration des ex-communes en ZRR, en zone France Ruralité Revitalisation. Donc je pense qu'au final, on sera dans une version d'une loi de finances initiale qui très probablement sera un condensé, une synthèse de ces deux effets-là. Il y aura, à mon sens, une loi de finances initiale qui, pour les collectivités, devrait être un peu moins douloureuse que le projet de loi de finances initiale tel qu'il avait été envisagé par le gouvernement Barnier et dont on espère qu'il contiendra un certain nombre de mesures techniques également pour les collectivités, comme par exemple les communes en ZRR ou encore les communes en QPV. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cette loi de finances spéciale. Et puis après, Damien, on verra l'opportunité, pourquoi pas, de se mobiliser pour un webinaire, pourquoi pas fin février ou début mars, sur la loi de finances initiale et ses différentes caractéristiques pour les collectivités locales, puisque même si évidemment on sera assez tardivement dans le calendrier budgétaire, certaines collectivités ont déjà voté leur budget et pourront utilement utiliser ces informations définitives pour adopter, pourquoi pas, un budget supplémentaire ou une décision modificative. Donc on verra en temps voulu si on travaille sur le sujet ou si on se contente d'une publication sur notre site, mais ce sera une réflexion bien sûr à avoir. Voilà Bien, pour ces différents aspects. merci beaucoup, Paul. Il est près de 12 heures, donc nous allons parfaitement respecter le timing, comme d'habitude. Néanmoins, nous n'allions pas quitter Paul comme cela. Une dernière question pour toi. Qui vient d'arriver. Je pense que ce sera la dernière question avant de vous rappeler quelques éléments autour de Rural Consult, mesdames et messieurs. L'interdiction de variation proportionnelle des taux en EPCI à fiscalité propre, en fiscalité unique, pardon. Le détail est important, hein, en fiscalité unique, n'est pas retenue par les services fiscaux au niveau local. Serait-il possible d'obtenir une clarification définitive sur ce point d'interprétation selon les interlocuteurs? Oui, alors je comprends votre interrogation. Si on applique scrupuleusement les textes du Code général des impôts, il me semble effectivement qu'il y a
dans un article du Code général des impôts un alinéa spécifique pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique qui votent leur taux selon certaines conditions et la condition de variation proportionnelle n'apparaît pas dedans. Donc j'aurais tendance quand même à rester sur la loi et à euh, vous communiquer ce matin sur une interdiction de variation proportionnelle. Si au niveau local on vous laisse le faire, j'ai envie de dire que c'est tant mieux pour vous puisque ça vous permet effectivement d'avoir une modification de vos taux qui est, je dirais, peut-être plus adaptée aux besoins qui sont les vôtres. Mais si on applique scrupuleusement la loi, j'ai quand même le sentiment qu'elle est interdite. Très bien. Merci beaucoup, Paul. Alors, mesdames et messieurs, quelques éléments informatifs pour vous rappeler donc que ce webinaire a fait l'objet d'un enregistrement. Donc, nous vous communiquerons dans quelques jours le support d'intervention ainsi que le lien de replay. Vous rappelez également que vous pouvez à tout moment contacter notre service Rural Consult. Alors, je crois que le numéro de téléphone n'apparaît pas, mais je vais vous le redire. C'est le 0970 808 809. 0970 808 809. Ah ben, il apparaît sur l'écran, parfait. Vous pouvez contacter donc nos experts juridiques et financiers du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures. Donc, vous le savez, c'est un service qui est gratuit pour les communes de moins de 5 000 habitants et pour les EPCI de moins de 50 000 habitants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est payant pour les communes de plus de 5 000. C'est un service qui est ouvert aux seules communes de moins de 5 000 habitants, mais qui correspondent à un très grand nombre, naturellement, de communes sur le territoire national. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Un très grand merci à toi, Paul. Euh, Merci Damien, merci à Toujours tous. aussi clair en 2025 qu'en 2024 et un grand merci pour vos retours très positifs hein, qui arrivent dans le chat de discussion. Voilà. Bien, écoutez, mesdames et messieurs, à très bientôt. Encore merci pour votre participation. Il est 12 heures, donc c'est parfait. Nous avons parfaitement respecté l'horaire de ce webinaire. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.